Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet espace de réflexion intime et de partage sincère. Aujourd'hui, nous allons oser aborder un sujet délicat, un sujet qui touche au cœur même de notre humanité, souvent voilé de pudeur, de non-dits ou de malentendus tenaces, mais qui est pourtant fondamental pour notre épanouissement, pour notre sentiment d'être pleinement vivant, l'intimité. Et lorsque je parle d'intimité, je ne me réfère pas uniquement à sa dimension physique, bien qu'elle en fasse partie, mais bien plus largement à cette connexion profonde, cette résonance émotionnelle, cette vulnérabilité partagée et accueillie, cette proximité de l'âme qui peut exister entre deux êtres, qu'ils soient partenaires de vie, amis chers ou membres d'une même famille. Beaucoup d'entre nous, au plus profond de leur être, aspirent ardemment à cette connexion authentique, à ce sentiment d'être véritablement compris et accepté. Mais en même temps, une petite voix intérieure, parfois un véritable mur invisible, semble se dresser sur le chemin, nous faisant hésiter, reculer, voire fuir, au moment même où nous pourrions nous rapprocher, nous ouvrir. On met cela sur le compte de la timidité naturelle, du manque de temps dans nos vies trépidantes, des déceptions passées qui ont laissé des cicatrices, ou, pour certains, et c'est là une idée reçue que j'aimerais déconstruire, sur le compte des années qui passent, comme si l'âge était une barrière infranchissable à la tendresse, à la complicité, à la possibilité de nouer de nouveaux liens profonds. Mais si je vous disais que l'âge, en réalité, n'a que très peu à voir avec cette peur de l'intimité, avec cette réticence à se livrer, si les véritables raisons, les racines de cette appréhension, se cachaient ailleurs, dans des strates plus profondes de notre histoire personnelle, de nos apprentissages affectifs, de nos peurs inconscientes? Aujourd'hui, je vous invite à un voyage exploratoire, à la découverte de 5 de ces raisons fondamentales qui peuvent expliquer pourquoi vous, ou quelqu'un que vous connaissez, pourriez craindre l'intimité et à réaliser que ces mécanismes de défense, ces freins intérieurs, sont souvent universels, bien au-delà des chiffres inscrits sur une carte d'identité ou des rides qui témoignent de notre parcours. Préparez-vous à une plongée au cœur de nos mécanismes psychologiques, mais toujours avec la plus grande douceur, la plus grande bienveillance et sans aucun jugement. La première raison, et sans doute l'une des plus puissantes, l'une des plus ancrées en nous, est la peur viscérale, quasi primale, de la vulnérabilité et du jugement qui pourrait en découler. S'ouvrir réellement à l'autre, partager ses pensées les plus intimes, celles que l'on garde habituellement secrètes, ses faiblesses avouées ou cachées, ses insécurités les plus profondes, ses échecs passés, ses rêves les plus fous et les plus fragiles, c'est se montrer tel que l'on est, sans phare, sans artifice, sans l'armure sociale que nous revêtons si souvent pour affronter le monde. C'est accepter de baisser la garde, de prendre. Le risque d'être vu dans sa totalité, avec ses parts d'ombre et de lumière, ses forces et ses fragilités. Et cette mise à nu, cette exposition de notre jardin secret peut être absolument terrifiante. Pourquoi une telle terreur? Parce que nous avons tous, à des degrés divers et selon notre vécu, une peur innée d'être jugés négativement, d'être critiqués pour nos imperfections, d'être mal compris dans nos intentions, ou pire encore, d'être rejetés, abandonnés, si l'autre découvrait qui nous sommes vraiment derrière la façade. Cette peur est souvent intensément nourrie par des expériences passées, parfois lointaines, où notre vulnérabilité, notre confiance ont été trahies, moquées, minimisées ou utilisées contre nous. Peut-être dans l'enfance, par des figures parentales critiques, absentes ou incapables d'accueillir nos émotions. Ou plus tard, dans des relations amicales ou amoureuses qui nous ont laissé un goût amer de déception et de douleur. Alors, pour se protéger d'une nouvelle blessure, pour ne plus jamais revivre cette souffrance, on érige des murs, on construit des forteresses intérieures, on porte des masques sociaux interchangeables, on garde une distance de sécurité émotionnelle, parfois même physique. On préfère la solitude familière, même si elle est parfois pesante, au risque potentiellement dévastateur d'une nouvelle trahison. Reconnaître cette peur en soi, sans la juger, est le premier pas essentiel. Comprendre ensuite que la véritable intimité, celle qui nourrit et qui guérit, ne peut naître et s'épanouir que dans un espace de confiance mutuelle, de sécurité psychologique, où la vulnérabilité de chacun est accueillie avec respect, empathie et une profonde bienveillance. Cela demande du courage, indéniablement, celui de prendre un risque calculé, mais aussi de choisir avec discernement et sagesse les personnes à qui l'on décide d'offrir cette part précieuse et fragile de soi. Et il n'y a absolument pas d'âge limite pour apprendre à faire à nouveau confiance, ni pour mériter d'être aimé et accepté pour ce que l'on est entièrement, avec toutes nos facettes. La deuxième raison, étroitement liée à la première et souvent enchevêtrée avec elle, est la crainte, parfois inconsciente mais très puissante, de perdre son autonomie,
son individualité ou son identité dans la fusion ou l'engagement relationnel. Pour certaines personnes, l'idée de s'engager profondément, de créer un lien fort, de fusionner avec l'autre, est inconsciemment synonyme de perte de soi, d'engloutissement, de dissolution de leur être propre. Elles ont une peur panique de ne plus savoir où elles commencent et où l'autre finit, de voir leurs propres besoins, leurs propres désirs, leurs propres aspirations, leurs propres frontières psychiques se dissoudre et disparaître dans le « nous » de la relation. Cette peur peut être particulièrement forte et prégnante chez ceux qui ont eu une histoire avec des parents envahissants, surprotecteurs ou fusionnels, qui ne leur ont pas permis de développer un sentiment d'individualité suffisamment solide. Ou encore, chez ceux qui ont vécu des relations passées, amoureuses, amicales, voire professionnelles, où ils se sont sentis étouffés, contrôlés, manipulés ou dépossédés de leur libre arbitre et de leur identité. L'intimité est alors perçue non pas comme un espace d'enrichissement mutuel, de co-création, mais comme une menace insidieuse pour leur espace vital, leur liberté intérieure, leur capacité à exister par eux-mêmes. Ces personnes peuvent alors, de manière souvent inconsciente, saboter les relations naissantes dès qu'elles deviennent trop sérieuses ou trop proches, créer de la distance de manière abrupte ou osciller de manière déroutante pour l'autre entre des moments de grande proximité, de demandes affectives intenses et des retraits soudains, des silences inexpliqués. L'enjeu crucial ici est d'apprendre et d'intégrer que la véritable intimité, celle qui est saine et épanouissante, n'est pas la fusion où les identités se perdent, mais bien la connexion profonde et respectueuse entre deux êtres distincts, entiers et autonomes, qui choisissent librement de partager un chemin, de se soutenir mutuellement, tout en préservant leur jardin secret et leur individualité. C'est trouver et maintenir constamment un équilibre dynamique et subtil entre le « je », le « tu » et le « nous », entre le besoin fondamental de lien et d'appartenance, et le besoin tout aussi fondamental d'indépendance et d'espace personnel. Cela implique de savoir poser clairement ses limites, d'exprimer ses besoins de manière assertive et de respecter avec la même attention ceux de l'autre. Et cette danse délicate entre proximité et distance, entre engagement et liberté, peut s'apprendre, se négocier et se cultiver avec patience et communication à tout âge de la vie. Une troisième raison, souvent plus profondément enfouie dans l'inconscient mais tout aussi bloquante pour l'accès à une intimité sereine, est la peur de l'abandon ou du rejet, une blessure d'attachement qui n'a pas cicatrisé. Si, dans notre histoire personnelle, nous avons vécu des séparations précoces ou brutales, des deuils non résolus ou mal accompagnés, des expériences d'abandon physique ou émotionnel, ou si nous avons grandi dans un environnement familial où régnait un sentiment d'insécurité affective chronique, la perspective de s'attacher à nouveau profondément à quelqu'un, de lui accorder notre confiance et notre amour, peut réveiller cette angoisse primale, cette terreur enfantine d'être à nouveau quitté, délaissé, abandonné, laissé pour compte. Inconsciemment, une petite voix peut alors nous murmurer « Pourquoi prendre le risque immense de souffrir à nouveau autant ? Mieux vaut ne pas trop s'attacher, ne pas trop investir émotionnellement, comme ça, si ça se termine, la chute sera moins dure, la douleur plus supportable. » Cette peur de l'abandon peut se manifester de multiples façons, par une difficulté chronique à s'engager sur le long terme dans une relation, par une tendance à mettre fin aux relations de manière prématurée, souvent au moment où elles deviennent plus significatives et où l'attachement se crée, ou par un besoin excessif et constant de réassurance, de preuve d'amour, qui peut finir par user et épuiser l'autre partenaire. On peut aussi, de manière tout à fait inconsciente, être attiré et choisir des partenaires qui sont eux-mêmes indisponibles émotionnellement, fuyants ou incapables de s'engager, reproduisant ainsi sans cesse le schéma familier et douloureux de l'abandon. Travailler sur cette peur fondamentale implique souvent de revisiter son passé, non pas pour s'y complaire, mais pour comprendre l'origine de ces blessures d'attachement, pour les accueillir avec compassion et pour entamer un processus de guérison. Cela peut se faire avec l'aide d'un thérapeute ou par un travail personnel approfondi. Il s'agit d'apprendre à se donner à soi-même la sécurité intérieure que l'on n'a peut-être pas reçue, de comprendre que si le risque de perte et de séparation existe toujours dans toute relation humaine, car rien n'est éternel ni garanti, la joie, l'amour et l'enrichissement d'une connexion profonde valent souvent la peine d'être vécus pleinement. Il s'agit d'apprendre à faire confiance à sa propre capacité à surmonter la douleur, à rebondir après une épreuve et à croire qu'il est possible de construire des liens sécurisants et durables. Et cette capacité à aimer et à être aimé, malgré les risques inhérents à toute relation, n'a définitivement pas d'âge et peut se développer tout au long de notre existence.
La quatrième raison, qui peut sembler à première vue paradoxale, est parfois la peur de sa propre intensité émotionnelle ou de celle, tout aussi potentiellement déstabilisante, de l'autre. L'intimité véritable, parce qu'elle implique une ouverture du cœur et une connexion profonde, peut ouvrir les vannes d'émotions très fortes, parfois même submergentes. Un amour passionné et dévorant, une joie extatique qui nous transporte, mais aussi une tristesse profonde face à la souffrance de l'autre, une colère légitime face à une injustice, une peur intense face à l'incertitude. Pour ceux qui, au cours de leur vie, ont appris à contrôler leurs émotions à l'excès, à les réprimer, à les intellectualiser, à les considérer comme une faiblesse, un signe de vulnérabilité inacceptable ou une menace pour leur équilibre précaire, la perspective de ressentir ou de devoir faire face à de telles vagues émotionnelles, qu'elles soient les leurs ou celles de leurs partenaires, peut être profondément effrayante. Ils craignent d'être submergés, de perdre le contrôle d'eux-mêmes, de ne pas savoir comment gérer ce flot intérieur puissant et imprévisible. Ils peuvent aussi avoir peur de l'intensité des émotions de l'autre, se sentant démunis, impuissants ou terriblement mal à l'aise face à ses larmes, sa colère ou même sa joie exubérante qu'ils ne savent pas comment partager. Ils préfèrent alors, consciemment ou non, maintenir une certaine distance émotionnelle, un entre-deux plus tiède, plus prévisible et moins déstabilisant, où les émotions sont contenues et maîtrisées. Apprendre à accueillir ses propres émotions et celles de l'autre sans jugement, avec curiosité et compassion, comme des messagères importantes de nos besoins et de nos états intérieurs, est une clé essentielle pour développer une intimité authentique et vivante. C'est comprendre que les émotions font partie intégrante de notre humanité, qu'elles sont une source d'informations précieuses et d'énergie vitale, et qu'elles ne sont pas dangereuses en soi si on apprend à les écouter et à les canaliser de manière constructive. Des pratiques comme la méditation de pleine conscience, le yoga, l'expression artistique ou un accompagnement thérapeutique peuvent grandement aider à développer cette intelligence émotionnelle, cette capacité à être avec ses émotions sans en être l'esclave, et ce, à n'importe quelle étape de la vie. Enfin, une cinquième raison, souvent négligée ou sous-estimée, mais qui peut créer une barrière invisible à l'intimité, est la pression insidieuse des attentes irréalistes ou des idéaux perfectionnistes que nous pouvons entretenir concernant l'intimité et les relations. Parfois influencés, souvent à notre insu, par les représentations véhiculées par les films romantiques à l'eau de rose, les romans d'amour passionnés, les chansons populaires ou les images idéalisées et souvent trompeuses des couples parfaits sur les réseaux sociaux, nous pouvons développer et entretenir une vision de l'intimité qui est tellement parfaite, tellement fusionnelle, tellement exempte de conflits, de doutes ou de difficultés, qu'elle en devient totalement inaccessible dans la réalité et, par conséquent, profondément intimidante. On attend le grand amour qui cochera toutes les cases de notre liste imaginaire, la connexion spirituelle instantanée et sans le moindre effort, l'âme sœur qui nous comprendra au premier regard, sans que nous ayons besoin de formuler nos besoins ou nos désirs. Face à cet idéal inaccessible, toute relation réelle, avec ses inévitables imperfections, ses nécessaires ajustements, ses moments de doute, ses désaccords et ses compromis, peut sembler décevante, fade ou pas à la hauteur de nos espérances. On peut alors avoir peur de s'engager dans une relation qui ne correspond pas à ce fantasme, de peur de se tromper de partenaire, de passer à côté de cette vraie intimité idéalisée ou de ne pas être capable de maintenir ce niveau d'exigence. Lâcher prise sur ces attentes irréalistes, accepter avec humilité et réalisme que l'intimité authentique se construit pas à pas, jour après jour, avec patience, communication honnête, effort mutuel et une grande dose de bienveillance envers soi et envers l'autre, qu'elle est un cheminement constant, une danse parfois maladroite, et non un état de perfection atteint une fois pour toutes, est profondément libérateur. C'est comprendre que la beauté et la richesse d'une relation résident souvent, non pas dans l'absence de difficultés, mais dans sa capacité à traverser ensemble, main dans la main, les imperfections, les défis et les tempêtes de la vie. Et cette sagesse-là, cette acceptation de la réalité humaine, elle se cultive avec l'expérience, certes, mais elle n'est jamais hors de portée, quel que soit notre parcours de vie ou le nombre de nos printemps. Mes chers amis, vous le voyez bien, ces peurs qui nous freinent, qui nous entravent sur le chemin si désirable de l'intimité, sont profondément humaines, universellement partagées, souvent ancrées de manière complexe dans notre histoire personnelle, dans nos blessures d'enfance ou d'adulte, dans nos mécanismes de protection que nous avons mis en place pour survivre.
Elles ne sont en aucun cas une fatalité, une condamnation à la solitude ou à des relations superficielles. Et surtout, je tiens à le répéter avec force, elles ne sont absolument pas une question d'âge. L'âge peut apporter de la sagesse, de l'expérience, une meilleure connaissance de soi, une plus grande clarté sur ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Mais il ne guérit pas magiquement ces peurs fondamentales si nous ne choisissons pas consciemment, courageusement, de les regarder en face, de les nommer, de les comprendre dans leurs origines et leurs manifestations, et de travailler activement, avec douceur et persévérance, à les apaiser, à les transformer. L'invitation que je vous lance aujourd'hui, avec tout mon cœur, c'est de ne pas laisser ces peurs, aussi anciennes ou puissantes soient-elles, dicter votre capacité à aimer et à être aimé, à vous connecter profondément et authentiquement aux autres. C'est un chemin qui demande du courage, celui de l'introspection honnête, de la patience envers soi-même, car les changements profonds prennent du temps, et peut-être parfois l'aide précieuse et éclairante d'un regard extérieur, d'un thérapeute, d'un coach ou d'un groupe de soutien bienveillant. Mais c'est un chemin qui mène, j'en suis profondément convaincu, à une vie plus riche, plus pleine, plus vibrante, plus significative. Car au fond, ce que nous cherchons tous, au-delà des apparences et des rôles sociaux, n'est-ce pas cette chaleur humaine irremplaçable, cette sensation réconfortante d'être vu, entendu, compris, accepté et aimé pour qui nous sommes vraiment, dans notre entièreté et notre imperfection? Et cette quête essentielle, cette soif de connexion, elle est intemporelle. Elle est le cœur battant de notre humanité, à chaque instant de notre existence. Prenez soin de vous, de vos cœurs si précieux et de vos relations qui sont le terreau de votre épanouissement. Et souvenez-vous avec tendresse que chaque pas, même le plus petit, vers plus d'authenticité envers vous-même, est un pas vers plus d'intimité possible avec les autres. À très bientôt sur ce chemin de découverte et de croissance.